Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Et aujourd'hui, on va parler prix. Prix qu'on devrait charger pour notre travail. Un de mes abonnés, Yves Bouchard, pour ne pas le nommer, m'a écrit et m'a posé comme question: Martin, peux-tu me parler un peu de comment tu évalues en dollars ton travail? En fait, voici sa demande et j'en profite pour vous mentionner que si vous avez une demande particulière pour une vidéo, gênez-vous pas, écrivez-moi et ça va me faire plaisir soit de vous répondre par écrit ou peut-être même en vidéo. Donc, mon cher Yves et toutes les autres qui sont intéressés, voici sa mise en scène, comment est-ce qu'il m'explique tout ça. Il dit: la conception et la fabrication d'objets est passionnante, mais elle a un coût et on ne peut pas tout garder et offrir nos œuvres en cadeau. Bon, à moins d'avoir un portefeuille bien garni. Personnellement, la question qui m'embête le plus est l'évaluation en dollars d'un projet. Que ce soit un projet que j'ai fait et que je veux vendre, ou bien un objet qui m'a été demandé. Comme le Québécois moyen est très pudique lorsqu'il est question d'argent, ben oui, on est au Québec ici, puis en passant, ce que je vais dire là s'adresse à n'importe qui sur la planète. Je te fais la suggestion d'aborder un aspect un peu tabou de tout bon bricoleur sérieux. Pour certains, la vente peut simplement servir à réinvestir dans de meilleurs outils, à qui le dites-vous. Pour d'autres, c'est un moyen d'avoir un petit revenu d'appoint. Bon, premièrement, je veux juste mentionner que ce que je vais expliquer aujourd'hui ne s'adresse pas nécessairement aux ébénistes de métier qui gagnent leur vie à faire que ça. Bon, malgré que je m'en vais là très bientôt, cette méthode-là ne s'applique pas à ce qui est commercial et industriel. Vous avez certainement vos techniques pour le faire. Mais voici comment que tout ébéniste moyen, peut-être seul dans son atelier, un mono-entrepreneur, peut peut-être voir comment on va aborder ce côté prix. Et on va le regarder de 4 manières différentes aujourd'hui. On va parler, oui, de tout ce qui est conception de meubles sur mesure, vraiment nos commandes clients. On va parler de réparation pour des gens. J'ai souvent eu des meubles à réparer. On va parler de l'artisanat, le côté artistique. Bon, ici, je donne un exemple parce que j'avais rien d'autre dans l'atelier. Mais mettons le tournage, les bols, les stylos, comment est-ce qu'on évalue ça? Et également, tout ce qu'on va fabriquer, peut-être, pour les marchés de Noël, c'est pas mal tout ça. Et on va aussi parler de CNC. Donc, sur mesure, artisanat, réparation et CNC. Avertissement. Si vous avez déjà votre méthode de calcul et qu'elle vous plaît, gardez-la. Aucun problème. Mais ici, je m'adresse à des gens, des fois, qui sont un peu gênés, ou on a aussi, exemple, des fois, des retraités, ou des gens qui font ça pour le simple plaisir, puis qui se disent: ah, j'ai pas besoin de demander cher. Oui, mais faites attention. Les autres qui gagnent leur vie avec ça vous ont en concurrence directe et vous allez peut-être tuer leur marché. Donc, il faut quand même penser un peu aux autres. Je tiens tout de suite à m'excuser si vous me voyez lire que je suis concentré sur ma feuille de papier. Disons que j'ai pris plusieurs notes et je veux être certain de rien oublier. La première chose qu'on va discuter, c'est votre taux horaire. Selon la catégorie, les 4 catégories, votre taux horaire va peut-être varier d'un à l'autre ou ça peut être le même tout le temps. Ça, c'est à vous de décider ça. Votre taux horaire doit inclure quand même plusieurs choses, pas juste votre temps. Considérez qu'il y a votre machinerie aussi. Vous avez payé un certain montant pour les outils que vous avez. Ça fait partie du coût. Il va falloir les renouveler, les réparer ou les maintenir en ordre. Justement, par hasard, j'ai quelqu'un ce matin qui est venu m'aider à réparer mon filtreur à particules. Il y a des choses qui brisent avec le temps. Vous avez aussi ce que j'appelle les consumables. Les papiers sablés, la colle, il y a un paquet de petits accessoires qu'on a besoin pour effectuer nos travaux. Ça fait partie de votre taux horaire, peut-être, à l'occasion. Ça dépend comment vous calculez les choses. Dans ces autres consumables-là, n'oubliez pas d'inclure vos fraises à toupie, les lames de bâti, de scie à ruban, les fraises de CNC. Ce sont tous des choses. L'électricité aussi, en général. Donc, c'est toutes des choses qui comptent dans nos consumables. On va parler également de votre santé mentale et physique. Ça en fait partie. Des fois, pour la santé mentale, ça vous aide. Des fois, ça peut vous nuire, la pression ou quoi que ce soit. Donc, gênez-vous pas d'inclure aussi ce facteur dans votre calcul. Une des choses extrêmement importantes, c'est vos connaissances, votre expérience, le temps que vous avez investi à maîtriser une technique. Ça se paye. Des fois, on me demande combien de temps que ça me prend à faire un stylo. Hey! Fait 10 ans que j'en fais, je suis rendu habitué, mais ça ne veut pas dire que je dois charger moins cher pour autant. Autre chose, demandez-vous si sur le taux horaire que vous calculez, est-ce que vous iriez être réveillé pour votre employeur à ce taux horaire?
Probablement que certains d'entre vous, oui. Mais pour d'autres, c'est comme, ben non, c'est ridicule, c'est vraiment pas assez. J'ai eu par le passé quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a demandé de lui faire un meuble qu'il avait vu dans un magasin. Il me montre l'image. Il me montre également le prix qui était annoncé. Puis il me demande, toi, tu me ferais ça à combien? Bien, je suis probablement à 1,5 fois, si ce n'est pas 2 fois le prix du magasin. Si le meuble existe déjà et qui a été fait et qu'ils le font à la chaîne, c'est impossible pour moi de compétitionner avec ça. Par contre, il y a des gens qui ont l'impression que parce qu'ils font affaire avec un artisan chez eux, que tu sais, c'est un trou de cul qui ne chargera pas cher et qui fera bah, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'éducation, le gars, il ne me chargera pas trop cher. Non, c'est pas le cas. Respectez-vous. Et un individu, justement cet individu, je lui ai demandé, quand il trouvait que mon prix était cher, parce que j'avais donné, je ne me souviens plus quel était mon taux horaire, je pourrais expliquer que j'étais pour y facturer plus cher que le meuble vendu. Tiens, c'est bien cher. Hey, je vais te faire un deal avec toi. Je vais te le faire au même taux horaire que toi, tu gagnes à ta job. Ben non! Merci. Bonsoir. Bon, je vais commencer avec, dans les 4 catégories, le premier, les CNC. OK? Oui, je sais que ça ne concerne pas tout le monde, mais il y en a de plus en plus. Et vous allez voir peut-être que vous me dites « Ah, je veux rien savoir d'une CNC, c'est pas du travail de bois! » Comment pensez-vous qu'on prépare le stock avant d'arriver sur la CNC et ce qu'on doit faire avec quand on l'enlève sur la CNC? Bon, c'est du travail. Une des choses que vous devez évaluer, c'est vraiment le taux horaire, mais un taux horaire peut-être pour la machine lorsqu'elle travaille et un taux horaire pour vous. Parce que là, il y a des variantes. La machine peut travailler pendant 10 heures de temps à faire de quoi? Et c'est le cas. Moi, j'ai un bidule que je fais que ça prend 4 heures, qui est une genre de sculpture que je vends dans les marchés de Noël. Je ne peux pas facturer 4 heures de machinerie. Donc, il faut doser ça. Et oui, votre taux à vous n'est peut-être pas le même que le taux de la machine. Ça, je n'ai pas de recommandation à vous faire pour la machine CNC. À vous de regarder dans votre marché, ce serait quoi le bon taux. L'offre et la demande, ça marche tout le temps. Une des choses à faire, justement, lorsque vous fabriquez quelque chose à la CNC, ce qui est important, c'est que vous allez aussi prototyper. Vous allez probablement faire quelques exemples, essayer, voir si ça fait le résultat attendu dans du bois moins cher avant de le faire dans d'autres bois. C'est un peu ce que je parlais tantôt, l'expérience, les connaissances à acquérir, ça fait partie aussi du prix. Donc, il ne faut pas dire « Ah, ben c'est parce que c'est la machine qui travaille, moi, je n'ai rien à facturer, ça me coûte 1 pièce de l'heure en électricité, je vais facturer 1 pièce de l'heure. » Non, coûte cher cette bébête-là. Il faut l'opérer, il faut apprendre à s'en servir. Ça a un coût. Une des recommandations que je vais vous faire dans ce genre de projet-là, prenez des notes, évaluez, regardez l'expérience par le passé, gardez en note les projets que vous faites et combien de temps que ça a pris ou combien vous avez réussi à les vendre. Ça va vous inspirer pour les prochains marchés, les prochaines ventes. Pour le CNC, il faut quand même penser aussi au matériel, au bois ou autres items que vous allez utiliser. C'est normal, ça fait partie de la conception même de ce que vous allez produire. Par contre, si je n'utiliserai pas nécessairement la règle du x4 que je vais expliquer tantôt, ben, je vous garde une petite explication pour tantôt. Je continue avec les marchés de Noël, le côté artisanat. Ça, c'est compliqué à évaluer. OK? Mais c'est vraiment, dans ce cas-ci, le taux horaire, c'est vraiment ça qui est compliqué à identifier. C'est souvent là qu'on est le plus déficitaire au niveau du taux horaire, à moins qu'on soit de très grande réputation et qu'on va réussir à vendre ce qu'on va fabriquer, malgré le nombre d'heures qu'on peut avoir mis dessus. Parler systématiquement aux artistes peintres, il y en a qui peuvent travailler pendant des mois sur une peinture et à peine avoir 100 $ pour. Donc, il faut faire attention. Un de mes exemples que je propose tout le temps, si vous avez des choses que vous fabriquez pour vendre, exemple justement dans des marchés de Noël, et vous savez que j'en fais beaucoup, je fais souvent 5 exemplaires, je fais 5 prototypes, 5 exemplaires que j'amène dans les marchés et que je regarde. Tu sais, si ça se vend bien vite, là, je les ai toutes vendues, c'est peut-être parce que je ne demandais pas assez cher. À l'inverse, si ça fait des mois, années que je les transporte et qu'ils ne sont toujours pas vendus, ben je devrais ne plus investir d'énergie de ce côté-là, ça ne marchera pas. Et encore là, ici, les deux mêmes conseils. Prenez des notes sur comment que ça se passe et c'est vraiment l'offre et la demande qui va faire en sorte qu'il va vous dire si vos prix sont bons ou non. Si vous ne vendez pas, c'est pas nécessairement que vos prix sont pas bons aussi, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas au bon endroit pour les vendre. Il y a des marchés dans certaines villes, villages qui vont être plus focusés sur certains produits que d'autres et vous n'êtes peut-être simplement pas dans un bon marché. Personnellement, je fais beaucoup de choses qui sont dans la catégorie données en cadeau, Noël.
Et quand j'ai fait des marchés l'été, je ne vendais que très peu. Pourquoi? Ben, parce que les gens n'achètent pas leurs cadeaux de Noël en été. Donc, choisissez vos marchés. Troisième catégorie, les réparations. C'est peut-être un des plus faciles à estimer. Parce que bon, je vous ai parlé de votre taux horaire. Ici, il pourrait s'appliquer très bien. Votre but va être de regarder le travail et de voir, avez-vous les connaissances, l'outillage, l'équipement nécessaire pour faire la réparation? Vous allez être capable d'estimer, je pense que ça va me prendre 4 heures, et vous allez multiplier votre taux horaire par carte. Parfait. Le détail à se souvenir, c'est dans la réparation que vous faites, est-ce que ça inclut ou non la finition? On m'a déjà demandé de réparer des chaises et j'avais aucun problème à le faire. Ça arrive toujours au mois de janvier, là, après les parties de Noël un petit peu bousculés. Et bon, ben, je regarde pour la réparation, pas de problème. Pas de pièces à changer, juste du recollage, excellent. Mais si je dois changer des morceaux sur la réparation, bien, systématiquement, ce n'est pas la même finition que le restant. Donc, il y a un prix à ajuster si on doit faire ou non la finition. Et là, ici, ça peut être compliqué de matcher la couleur. À vous de bien négocier avec votre client. La quatrième catégorie sont les projets sur mesure, l'ébénisterie standard qu'on se fait demander pour faire un meuble. Et oui, j'ai fait exprès pour garder cette catégorie pour la fin. Je voulais vous garder captif. Donc, ici, c'est un peu compliqué et je le dis tout de suite, j'ai un fichier Excel pour m'aider pour ce calcul. Et tous les membres payants de la chaîne YouTube, ceux qui me payent $1 par mois, là, pour m'encourager et aussi avoir accès à certaines choses, ont simplement à me demander le fichier Excel et je vais vous l'envoyer gratuitement. Pour les autres, ben écoutez mon calcul, puis vous pouvez vous le reproduire en Excel ou vous abonner. Ça serait gentil en passant. OK. Ça, c'est la fameuse technique, ce que j'appelle le prix du bois x4 ou x3. Le x4, c'est lorsqu'on inclut de faire la finition. Et là, ce n'est pas le même problème de finition qu'une réparation. Parce que là, je viens de faire un meuble flambant neuf. Donc, pour la finition, c'est facile de choisir la bonne couleur. Il y a plusieurs finitions qu'on peut faire. Il y en a qui sont plus longues que d'autres. À vous de voir si ce calcul s'applique à vous. x3, c'est quand je ne fais pas la finition et que le client s'occupe de faire sa finition lui-même. Sauf que là, vous allez me dire, le prix du bois x4, il y a un gros bémol et c'est ça que je vous explique. OK? Ça va être un prix du bois ajusté. Et c'est là que je vais faire un prix genre X, une catégorie. Dans mon cas, je vais chercher le prix de l'érable. Je calcule le nombre de PMP en érable que ça me prendrait et je le multiplie par 4. Bon, il y a aussi des ajustements à faire. Des fois, il y a plus qu'une sorte de bois. Il peut y avoir de la quincaillerie. Il peut y avoir l'épaisseur du bois aussi qu'on va avoir de besoin. Donc, il faut s'ajuster. Des fois aussi, on a de la mélamine, des tiroirs ou du merisier russe à certains endroits. Donc, il faut s'ajuster. Exemple. OK, je vais prendre mes exemples ici que j'ai calculés là, pour être prêt. Mettons qu'en érable, je calcule 15 PMP. Et je le mets à 5 $ le PMP. Ça me fait 75 $. Par contre, dans mon 15 PMP, c'est le bois que j'ai vraiment besoin. Il y a un côté perte qu'il faut toujours mettre. Personnellement, j'ajoute à peu près 30 %. Donc, si j'ajoute ce 30 % là et j'arrondis, je vais arriver avec 100 $ de bois. Mettons qu'il n'y a pas de quincaillerie, là, puis c'est pas mal ça. Fait que je vais faire 100 x 4, ça fait 400 $. Ça, je viens de le calculer en érable. Mais qu'est-ce que je fais, Martin, si le client me demandait du pain ou du noyer noir? Tu sais, travailler avec du noyer noir qui est 2 à 3 fois plus cher ou du pain qui est beaucoup moins cher ne me demandera pas moins ou plus de temps. C'est le même temps. Donc, ce que je fais, c'est que là, je vais ajuster en fonction du prix du bois. Et j'ai calculé que j'avais pour 100 $ d'érable. Ça fait 400. Mettons que c'est du pain. Puis que là, c'est pas 100 $, c'est 50 $ que ça me coûterait. J'arrondis. 50 $ de pain. Mais je ne ferai pas 50 x 4. Je continue avec mon 100 x 4, c'est-à-dire 400. Et là, le bois va m'avoir coûté 50 $ de moins. Bien, je vais le faire à 350 le projet. Ou encore, si je suis en noyer noir, et que le noyer noir, lui, mettons qu'il est le double de l'érable, bien, je fais encore mon 400 x 4, et ça arrive à 400. Et là, je me dis, ça va me coûter 200 de noyer noir et non pas 100. Bien, je vais ajouter 100 $ au bout, je vais le faire le projet à 500 $. C'est comme ça que je m'ajuste. Dans mon fichier Excel aussi, je vais tenir compte de justement la quincaillerie, certains ajustements qu'on veut se donner, parce qu'il y a des projets qui sont plus compliqués que d'autres à fabriquer. Donc, des fois, x4, c'est pas assez. Mettons un projet qui a beaucoup de fioritures et beaucoup de petits détails ou quoi que ce soit, ou des moulures,
bien, il faut s'ajuster en conséquence. Donc, j'ai dans mon fichier Excel aussi un côté ajustement que je vais bonifier selon la complicitude du projet. Bien important à tenir compte. Écoutez, pour la finition aussi, mon calcul est plutôt simple. C'est une solution soit huilée, soit vernie. S'il y a de la teinture ou autre chose à faire, je vais ajuster également. Donc, mon x4 va peut-être être plus élevé ou encore, je vais aller le mettre dans ma case d'ajustement dû à la complicitude. Je sais, ce n'est pas un mot qui existe. OK? Tout simplement, je vais ajuster. Et mon fichier Excel va me servir à faire ce calcul. Mais vous pouvez voir que c'est assez simple, ma méthode de calcul. Donc, si vous voulez le fichier Excel, je vous ai dit quoi faire. Et si vous voulez vous le reproduire vous-même de votre côté, vous pouvez le faire. Et moi, j'utilise le fichier Excel depuis très peu de temps. Mais cette méthode-là du x4 et de l'ajustement, je l'ai toujours fait dans ma tête par le passé et ça me convenait. Donc, chose importante, et là, je vais avoir une question pour vous. Dans le prix que je fais, je n'inclus pas l'installation. Oui, souvent, la livraison. Ah, c'est un détail à garder, hein, à mettre en note. Justement, dans la catégorie ajustement, est-ce que je dois livrer ou non le produit final? Tout ça ici, que je vais faire la livraison, c'était inclus dans le calcul de mon prix avec mon client. Donc, gardez ça en tête. Mais là, est-ce que je dois l'installer, mon meuble, chez le client? Je ne parle pas d'amener un bureau, de le déposer dans une pièce, mais je parle, exemple, de faire des caissons, parce que j'ai fait des caissons pour un client, des caissons au-dessus d'une laveuse sécheuse, et là, il fallait les installer au-dessus du meuble. Là, ma question que j'ai pour vous, et vu que je vais être à mon compte à temps plein très bientôt, est-ce que, parce que je ne connais pas la réponse, il va falloir que je la cherche, là, que je sauve du temps en vous posant la question, est-ce que je dois avoir une licence RBQ, un permis RBQ pour aller faire une installation comme ça chez un client? Et honnêtement, ça m'arrive une fois par année. Là. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un permis particulier? Ou c'est quoi les lois dans votre secteur, justement, là-dessus? Ou encore, est-ce que si je me dis à tout faire, homme à tout faire, ébéniste à tout faire, est-ce qu'à ce moment-là, je peux avoir une excuse de temps en temps pour faire l'installation? S'il vous plaît, éducationnalisez-moi. Et on met ça dans les commentaires en dessous, s'il vous plaît. Mettez ça dans les commentaires. Dites-moi, selon vous, quelle est la loi que je devrais respecter de ce côté? Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est très bientôt que je commence à faire ça à temps plein. J'en profite pour vous dire que oui, vous pouvez me poser vos questions, mais vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, vous abonner à ma page Facebook, au groupe Parlons Bois ou encore à mon Instagram. Également, j'en profite pour vous dire que je donne des formations sur à peu près tous les sujets que j'aborde, que ce soit ébénisterie, tournage, CNC, les logiciels et tout, laser, ébénisterie sur mesure. Gênez-vous pas de prendre contact avec moi et on va pouvoir s'arranger pour une belle petite formation, une belle petite journée ici à l'atelier ou chez vous. Ça m'arrive aussi de le faire. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci.